Messieurs, dames, bonsoir et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans Regard sur l'actualité. Bienvenue dans ce nouveau numéro avec deux invités. Philippe Atakpa, il est le secrétaire national. Je veux quand je veux. Nous sommes dans la loi Pascal Bougouna qui me dit d'avertir juste l'administration. Pourquoi je l'avertis? Pour qu'ils prennent ces dispositions pour que je ne puisse pas subir par rapport au refus de certaines catégories de la population donnée. Mais quel n'est pas notre état-major? On dit ce matin, oui, ce matin. Parce qu'on se dit, Adélie fait partie du Togo. Adélie n'est pas un État dans un État. La COSA fait partie du Togo. C'est vrai qu'il y a cette réalité, mais il y a quand même la sécurité de vos manifestants qui importe également. Il faut éviter l'affrontement. Du moment où le ministre de la Sécurité, qui n'a même pas la prérogative de me dire non, M. Atakpa, vous n'avez pas droit de manifester à Adélie. Il n'a pas le droit. C'est le maire de me le dire. Et c'est dans une conférence. C'est lui qui a la charge de la sécurité. Je vous dis, c'est le maire qui doit. Mais pour des raisons de sécurité, on peut vous dire que tel endroit présente des risques. Ce n'est pas lors d'une conférence. Ce n'est pas lors d'une conférence de presse. Une conférence de presse rendrait plus publique cette chose. Ce n'est pas lors d'une conférence de presse que le ministre de la protection va me dire, M. Atakpa, vous n'avez pas droit. Je vous dis, vu la nouvelle loi Pascal Bougouna, je parle par rapport au texte. C'est au maire de me dire, M. Atakpa, vous n'avez pas le droit de passer par point. Le ministre de la... Mais quand lui, il se prononce simplement sur un aspect sécuritaire de la chose. J'ai l'impression, vous savez, on est dans un État. J'espère que c'est un État de droit. Si c'est un État de droit... C'est ce qu'on tente de construire. Si c'est un État de droit, c'est un idéal. Je vous dis que c'est au maire de me le dire, vu le nouveau texte. Moi, je ne fais pas la demande à la sécurité. Non, je fais la demande au maire de la ville. C'est eux-mêmes qui se sont réunis un bon matin. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués et nous ont conduit une loi sur les manifestations. Donc, moi, je fais qu'appliquer la loi qui a été votée. Alors, quand on assiste à ce genre de choses, le fait est que ça s'est passé à Kara et puis ça s'est également passé à Adélie. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour rapidement endiguer ce phénomène-là? Les mesures qu'il faut prendre, je crois qu'il faut outiller les forces de l'ordre à faire face à ces genres de situations. C'est des techniciens de la chose. Et je crois qu'il y a une éthique aussi en la matière. Mais je ne voudrais pas donner de la contradiction à M. Atakpa tous les coups, parce que ce sont des hommes. Les forces de l'ordre sont d'abord faites des hommes. Ces gens-là, il faut les outiller, il faut les former. Mais le Togo est au balbutiement de ce que nous appelons la démocratisation, qui est un processus. C'est un processus. Nous tendons vers un idéal. Cet idéal est en voie de construction. Il y a forcément des risques, des dérapages qui sont inhérents à la chose. Il faut aussi le prévoir. Mais ce que M. Atakpa dit, c'est le droit contre le terrain. Le terrain n'est pas toujours conforme à ce que le droit prescrit. Nous, ceux qui veulent conduire des actions de masse dans la rue, doivent quand même tenir compte de cet aspect de la chose.
Parce que la priorité, c'est bon, le droit, c'est bon, c'est ce à quoi nous devons aspirer, parce que nous le disons tout le temps, il faut que force soit à la loi. Mais c'est un idéal que nous poursuivons, que nous construisons. Ça, c'est un fait. Mais le terrain est autre chose. Et le terrain, parfois, nous dicte aussi la conduite à tenir. Moi, je parle de la sécurité de ceux qui manifestent. Monsieur Atakpa qui est ici, je crois que la dernière fois, n'était pas blessé, ni Adjavon Zeus, ni Fabre, ni ceux qui étaient devant la marche, mais ceux qui ont été blessés, qui sont des familles généralement pauvres, qui aussi poursuivent un idéal. Moi, je parle de la sécurisation de ces gens-là. C'est dans ce sens-là que je dis que le droit, d'accord, mais la prudence d'abord, comme on le dit. C'est une situation qu'il faut condamner. Mais lorsque ces dérapages-là arrivent, nous ne pouvons pas partir du prétexte comme quoi nous avons le droit, et le droit. Alors là, il faut y aller. C'est que le terrain nous dicte parfois des conduites à tenir, mais lorsque nous refusons de reconnaître que la réalité telle qu'elle est s'impose à nous, quel que soit le droit qui la contredit, c'est une erreur stratégique grave. Il faut que M. Atakpa et ses amis essaient de l'intégrer. Moi, je ne suis pas venu ici, par exemple, pour donner... Moi, je ne suis pas venu ici pour donner la contradiction au CST. Moi, c'est un débat purement intellectuel que nous menons ici. Ce n'est pas parce qu'il est du CST que, lorsqu'il vient ici, tout ce qui sort du CST doit être forcément vrai, est une parole d'évangile. La question se pose déjà dans le temps, par exemple, en 91, 92, on était encore au stade directeur de la Tribune des démocrates au Mala, action se posait, puisque nous étions proches de l'opposition, très engagés dans le combat démocratique, est-ce qu'il faut critiquer nos partenaires? Mais on était allé jusqu'à Cotonou, n'importe où, pour finalement nous dire que merci. Ce n'est pas parce que je suis proche de tel ou de tel que lorsqu'il fait quelque chose qui ne me semble pas très bon, que je ne me donne pas le droit de le dire. Ce n'est pas une dénonciation. Nous sommes en train de construire ensemble un état de droit. Et il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de victimes collatérales. Il faut que les Togolais vivent pour voir aboutir leur combat. C'est de ça qu'il est question. Il est question de la vie des Togolais. C'est tout simplement ce à quoi je pense lorsque je dis que la prudence doit être de mise. Je ne suis pas en train de donner la contradiction systématique au CST qui est dans son bon droit. La question qu'il a posée, c'est de savoir comment faire pour éviter ce qui s'est passé à Guinée. Et nous, je l'ai bien dit qu'il faut former les gens. C'est l'impunité. Il faut punir les gens. On a un pouvoir où c'est le laxisme total. Les gens font des choses, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils sont protégés derrière. Lorsque on prend l'ANR où des gens ont été torturés, c'est l'impunité totale. Lorsque, écoutez tout dernièrement dans le journal de Amnesty International, dit que c'est le chef de l'État même qui le dit d'adopter, c'est l'impunité totale. Le jour où le pays va prendre des sanctions à l'encontre des gens fautifs, qu'ils soient président de la Cour suprême, président de la Cour constitutionnelle, président de je ne sais pas n'importe quelle institution, ou ministre, le jour là vous verrez que les Togolais marcheront au pas et les Togolais respecteront vraiment les règlements de notre pays. Dire la prudence, d'accord, mais la prudence ne fera pas partie du droit. Moi je vous dis, la loi est faite pour être appliquée. Si des gens sont là, ils votent des lois et ils sont incapables de l'appliquer, moi je l'ai toujours dit, ils n'ont qu'à partir. D'autres viendront appliquer correctement les lois. Il ne suffit pas de faire des beaux discours, comme on entend le chef de l'État, plus jamais ça sur la tête de nos aïeux. Mais la dernière fois, quand ça s'est passé à Adini, les gens sont blessés. A-t-il parlé? Il n'en a pas parlé. Mais je me rappelle très bien que quand l'ancien Premier ministre Hugo a démissionné, les deux services de communication se sont empressés de faire un communiqué. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non. Et ici, il y a des Togolais qui sont blessés. Au moins, là, la compassion. Ne serait-ce que le chef de l'État dire quelque chose, je pense que ça est revenu. Peut-être que lui-même, il se sent illégitime, c'est pourquoi il ne dit rien. En tout cas, le collectif Sauvons le Togo a organisé une autre marche. C'est la marche rouge, cette fois-ci du 20 dernier, qui s'est déroulée sans heure dans les quartiers de Lomé. Nous allons suivre en illustration visuelle et sonore cette marche rouge avant de revenir pour les discussions. Nous, femmes togolaises, exigeons alternance démocratique tout de suite. Fonia Swimbe dégage, rate aux violations des droits de l'homme, respecter les accords en faveur des étudiants et étudiantes, libérer Pascal Bodjona ou encore Sauvons le Togo en danger,
sont les quelques prescriptions qu'on pouvait lire sur les pancartes et banderoles brandies par les femmes ce matin. En effet, sur la demande des leaders des collectifs Sauvons le Togo et Arc-en-Ciel, les femmes ont sillonné diverses artères de la ville de Lomé ce matin. Partie de la descente de la colombe de la paix, la foule a longé le pavé de la lagune en allant vers l'ancien cinéma Le Togo jusqu'à la fontaine lumineuse, le boulevard Flo Jardin pour chuter à la plage. Les femmes devant, les hommes derrière, les revendications sont toutes les mêmes. C'est un travail de courage, un travail de conviction, un travail d'abnégation. Et je vous assure que si je peux le dire ainsi, aujourd'hui, le peuple togolais est arrivé à un point de non-retour. Si je dis que nous sommes arrivés à un point de non-retour, je voudrais dire tout simplement que ce que nous voulons, c'est-à-dire le changement radical de la gouvernance au Togo. Ce que nous voulons, c'est-à-dire le fait qu'une seule famille, un seul clan ne peut pas diriger un pays pendant plus de 50 ans. Si nous ne l'obtenons pas, nous ne devons pas refuser. Et donc, je voudrais nous dire que plus que jamais, nous portons les revendications légitimes de toute une population. Les forces de l'ordre étaient présentes sur toutes les artères pour assurer la sécurité des manifestants. Tout s'est passé sans heure avec l'envie poussée de certaines manifestantes de se mettre toutes nues. D'autres manifestations sont prévues pour les 25, 26 et 27 septembre prochains. Alors Philippe, vous êtes également un membre du CST, mais avant de vous demander ce que vous pensez de cela, Chris Sega, quand vous voyez que maintenant les femmes prennent le devant, alors qu'on sait que ce que femme veut, Dieu veut, est-ce que vous ne les comprenez pas dans leurs revendications? Mais pourquoi pas? Nous n'avons pas. C'est tout à fait normal. Et nous, les revendications, on ne les a pas exprimées là de façon aussi claire pour qu'on puisse en débattre ici. Mais ce que j'ai vu, il y a eu c'est du CST, il y a eu Fort Dégage, il y a eu Fort Dégage aussi, c'est ça une revendication. Je crois qu'il y a donc matière à discuter. Même moi je dis ici que ce que nous avons vu c'est du CST au CST. C'est du même ou pareil. Parce que de toute façon, les femmes qui ont manifesté, c'est les femmes de CST. Qu'aujourd'hui on dise que les femmes sont devant alors que nous venons bien de voir que celui qui a parlé c'est Maître Adjaré du CST. Mais je ne dis pas que c'est de la comédie. Même moi je dis tout simplement que il est permis à tout citoyen ou à toute citoyenne de s'exprimer en utilisant la rue comme support. Pourvu que cela soit fait de la façon, dans les prescriptions de la loi. Ça ne dérange personne, parce que c'est des gens qui expriment leurs convictions. C'est normal. Nous sommes dans un pays en voie de démocratisation où le débat d'idées doit être de mise. Donc, que cela se fasse de cette façon, maintenant les différents slogans, si le débat portait sur ça, il y a peut-être sujet à discussion. Mais le fait dans son principe, je trouve que c'est absolument normal. Philippe voilà. Atakpa, vous avez commencé avec une plateforme qui contenait des revendications. On les connaissait à l'époque. Ensuite, c'est libéré Agba Bertinso. Après, c'est devenu libéré Pascal Bodjona. Et à la fin, c'est Fort doit dégager. Finalement, on se situe où dans les revendications du collectif Sauvons le Togo? Vous savez, dans notre pays, les femmes subissent directement la cherté de la vie. Oui, mais avant d'en arriver aux femmes, vous ne répondez pas à ma question. Si, je réponds. Les femmes subissent directement la cherté de la vie. Donc quand je vois les femmes dans la rue, moi, ça me fait plaisir. Parce que seules elles connaissent le prix du bol du maïs. Et surtout en rouge, c'est en rouge. Notre plateforme est claire. Nous voulons des élections crédibles. Nous ne voulons plus de la masturbation intellectuelle dans les dialogues. Voilà notre plateforme. Vous dites, à un moment donné, on dit libérer Agba. Moi, Philippe Atakpa, je ne dis pas libérer Agba. La Cour suprême dit libérer provisoirement Agba parce qu'il a versé 150 millions de francs. La Cour suprême, c'est une institution de l'État. Et le garant de nos institutions, c'est le président de la République, son Excellence, Sozomna Ngassimé. Agba Bertrand n'est-il pas en prison? Pourquoi il ne respecte pas ce que cet arrêt? Non, ce n'est pas à lui de le faire. Lui, il est président de la République. Il est le garant de nos institutions.
quand nos institutions ne marchent pas, le chef de l'État a la prérogative de rappeler. Alors, vous n'allez pas me demander. C'est pourquoi on dit la magistrature suprême. C'est le chef de l'État. Je ne fais pas, je ne suis pas juriste, mais c'est comme ça. Mais voilà une famille, la famille Nassingbe, je n'ai rien contre la famille Nassingbe, qui est de la même génération que moi, qui gouverne ce pays, disons, depuis 60 ans. Disons, depuis 60 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? À part penser que le Togo était leur titre foncier. Donc, avant de discuter, Lorsque vous voyez. avant d'arriver au bilan, nous sommes en train de parler de vos revendications à vous. Justement, c'est pour revenir parce qu'à un moment donné, il faut dégage. C'est la question que vous posez. Je suis en train de vous amener ce qui nous amène à dire fort dégage. Le 5 février 2005, à la mort du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, son père, évidemment, dictateur de son État, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une appréciation subjective. Non, elle n'est pas subjective. C'est un dictateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un coup d'État constitutionnel. Il y a un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel. Pacha Nassingbe l'a reconnu. Et nos lois disent que toute personne qui a participé de loin ou de près à un coup d'État n'a pas le droit d'être candidat à une élection présidentielle. Et donc, Faure Nassingbe, puisqu'il a participé à ce coup d'État, n'avait pas le droit d'être candidat aux élections présidentielles de 2005. Mais la Cour constitutionnelle a validé sa candidature. Et ils l'ont répété en 2010. Donc, vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Après, il y a la loi Pascal Bondela, qui nous permet de manifester où on veut. Mais à chaque fois qu'on manifeste, on vient nous massacrer, de fois de l'ordre. Pour nous taper, nous tabasser. Donc, on a vu sur la manifestation tout à l'heure, ils étaient là, rien ne s'est justement, parce passé. que ce qui s'est passé à Déby, ça leur a donné des leçons, c'est pour ça. Ils ne sont pas aussi bêtes que vous croyez. Qu'est-ce que c'est pas donc? Non, je n'ai jamais cru qu'ils étaient bêtes. Moi, j'ai cru. D'inégalité en inégalité, ils amènent le pays vers l'abîme. Donc, puisqu'ils amènent le pays vers l'abîme, on s'est dit non, il faut utiliser l'article 150 qui dit, je peux le lire si vous voulez, je peux. Allez-y, vous faites bien de l'introduire. Hein. Nous avons le porte-parole du M150. L'article 150 dit bien, en cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense. C'est le premier alinéa. Le deuxième dit ceci. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Et il finit en disant tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de l'Empire. Ça veut dire que Faure Nassingbe, ayant participé à ce coup d'État du 5 février, comme je vous dis, c'est un crime imprescriptible. Donc il n'avait même pas le droit d'être candidat. Pourquoi on dit aujourd'hui qu'il est président de la République? Vous faites bien d'ouvrir Nous on dit Faure dégage. Vous faites bien d'ouvrir le débat. Vous êtes le porte-parole du M150 et vous êtes contre l'interprétation de cet article-là. Oui, vous pouvez vous rendre compte par vous-même que lorsqu'il était question d'interpréter cet article-là de cette façon, nous étions élevés contre cette tendance-là. Parce que ce qu'on fait dire à cet article-là, c'est ce que l'article-là n'a jamais dit. Lorsque monsieur dit, par exemple, que le gouvernement, le régime Faure Nassingbe est illégitime, alors qu'ils ont eu à traiter avec ce pouvoir-là pendant plus de 7 ans et qui est encore aujourd'hui jusqu'à récemment. Non, même si le débat doit aller dans ce sens-là aussi, je sais le faire. Et je voudrais le dire, hein, même si ça doit aller dans ce sens aussi. J'espère qu'on ne va pas se dire aux passions. Oui, ce que je voudrais dire, c'est ceci. Je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit, mais pour défendre, par exemple, une constitution lorsqu'elle est interprétée tordue de cette façon-là. On dit un gouvernement
illégitime. Un pouvoir illégitime. Il faut que l'illégitimité soit d'abord établie. Dans le cas d'espèce, l'illégitimité telle qu'il tente de l'établir, je trouve que c'est une façon laborieuse de le faire. Il faut que cette illégitimité-là soit établie. Qu'est-ce qui l'établit dans le cas d'espèce? C'est la question qu'on se pose. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des incantations. Ça, ce n'est pas un raisonnement, mais c'est de l'incantation parce que les gens pensent qu'il suffit de le dire pour qu'on croit. Mais les Togolais ne sont plus à ce stade. Mais pour vous, M150, qu'est-ce que l'article 150 dit? Mais l'article 150 parle d'un gouvernement illégitime. Et nous nous disons, est-ce que l'illégitimité du pouvoir fort est établie pour qu'on en appelle à la rue pour le renversement du pouvoir? Voilà. Pour qu'on interprète l'article de cette façon, encore que l'illégitimité soit établie. Pour le CST, il y a eu le coup d'État. Il y a eu le coup d'État en 2005. Oui, voilà une interprétation. Vous avez dit tout à l'heure, pour le CST, il y a aussi dans la Constitution, je crois, dans son article 4, il est dit que c'est-à-dire la souveraineté, c'est le peuple qui exprime sa souveraineté à travers le référendum, par voie référendaire. Aucun groupe, aucune partie du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'arroger, ne peut s'approprier cette légitimité, cette prérogative. C'est ce que dit l'article 4 dans son article, l'article 4 de la Constitution. Dans ce qu'il vient de dire, nous avons lu, nous aussi, la Constitution, nous l'avons tellement lu que lorsque nous voulons interpréter cet article-là, qui est si clair, qui en principe ne doit pas souffrir d'une quelconque interprétation, nous disons que lorsque le CST appelle au renversement, à l'insurrection pour renverser le pouvoir constitué, ça va être un précédent dangereux parce que le CST ne constitue qu'une partie justement du peuple. Ça aussi, c'est la Constitution qui l'a dit, qui l'a clairement dit en son article 4. Il peut l'ouvrir et le lire. Mais nous ne sommes pas assez instruits pour comprendre cette Constitution-là qui est tellement claire dans tous ces articles. Parce que la Constitution est un denrée de grande consommation. Normalement, est un produit qui est utilisé, qui doit en principe être utilisé par les électeurs. S'il y en a par exemple 3 500 000 au Togo, en principe, il faut que ces gens-là lisent par eux-mêmes cette constitution-là, sachent de quoi elle est faite pour que n'importe qui ou bien n'importe groupe d'individus ne se lève pour dire, ben voici ce que vous avez à faire, j'ai lu la constitution pour vous. C'est justement ce qui fonde la création de notre mouvement. Nous voulons que le peuple togolais soit assez mature, se donne la peine d'aller au texte. C'est comme en journalisme, on dit que les faits sont sacrés, le commentaire est gratuit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une république de rumeurs. Et cette rumeur-là est souvent entretenue par les gens qui ont un intérêt à ce qu'il en soit ainsi. Ce que nous voulons dire, nous voulons être clairs sur le sujet. La Constitution est écrite de façon claire. Et comme c'est un denrée de grande consommation, il faut qu'elle soit divulguée. Il faut que les Togolais la connaissent. C'est bien d'ouvrir le débat. Mais avant d'aller le 5 février 2005, pour vous, c'est quoi? Oui, c'est-à-dire que c'est le temps de le dire. Je réponds à cette question, quoique ce ne soit pas vous qui posez les questions. Non, oui, parce que c'est moi, dans les plateformes, dans votre plateforme, vous avez fait état d'un certain nombre de revendications. Mais lorsque vous parlez de l'illégitimité en vous fondant sur ce qui s'était passé vous avez dit le 5 février 2005, à la mort du ce que nous disons, c'est que l'illégitimité soit établie. Mais il y a un pouvoir qui est issu d'une élection, et cette élection qui a été validée, qui est reconduite 5 ans plus tard, et le pouvoir là qui est encore en place. Et en 2005, parce que nous vivons aujourd'hui dans un environnement international qui ne permet plus... Je voulais donner. C'est vous qui me l'avez donné. Laissez-le moi répondre à la question que vous avez bien fait de lui poser. Vous m'avez posé une question, vous me laissez répondre s'il vous plaît. Parce que lorsqu'en 2010, il y a eu encore élection, et que sur le plan international, cette élection a été reconnue comme une des plus propres que le Togo ait connue. Et que
Lorsque l'opposition va au dialogue avec le même pouvoir, sans soulever le... De toutes les façons, cette opposition n'a pas de choix. Il n'y a que ce pouvoir. Oui, oui, mais c'est sûr, c'est le pouvoir là que nous avons aujourd'hui. De fait, c'est le pouvoir là que nous avons. Quand aujourd'hui on le traite d'illégitime, le problème doit être déjà posé. Si déjà c'est sur ce point d'illégitimité qui constitue le point fort de la plateforme, on peut comprendre. Voilà. Mais c'est qu'on sort ce point d'illégitimité pour justifier un errement en ce qui concerne l'interprétation de l'article 150. C'est ce que nous n'avons pas accepté. À comprendre le développement, c'est comme si toute la plateforme que vous avez adressée au pouvoir rentrait dans l'illégitimité. Vous savez, la République sud-africaine pratiquait l'apartheid. C'était légal, mais ce n'est pas légitime. Donc, il a fallu que les gens se battent pour faire partir l'apartheid. Aux États-Unis, les lois n'avaient pas droit de vote. C'était légal, mais ce n'était pas légitime. Les gens se sont battus pour obtenir cette légitimité. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle n'a pas joué son rôle depuis le 5 février 2005 à nos jours que Faure est légitime. Faure est illégitime. Parce que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être candidat à une élection présidentielle, par quelle alchimie, alors ce dernier devient président de la République. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dis très bien, c'est voilà des gens qui votent des lois, qui ne connaissent même pas, parce qu'ils ne savent même pas l'appliquer. Vous me dites, vous êtes là pour protéger la Constitution, pour que les Togolais puissent la lire. Mais lorsque la Cour suprême, qui est une institution de l'État, rend un arrêt, j'aimerais vous voir aussi dire, écoutez, il faut qu'Abba Bertin soit libre, parce que voilà ce que dit le texte. Mais sur ce plan, vous ne le dites pas, mais parce que vous dites ici que vous n'êtes pas venu pour contredire, pour défendre qui que ce soit. Mais alors que c'est parce que nous avons parlé de l'article 150, bam, automatiquement, vous créez M150. Vous dites qu'on interprète mal les trucs. Moi, je veux bien vous conseiller quelque chose. Vous savez, expliquer la constitution au Togolais, c'est bien. Mais ne vous cachez pas derrière ça pour faire la politique. La politique, laissez la politique aux politiciens. Et si vous voulez expliquer les textes fondamentaux au peuple togolais, je suis d'accord. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si le M150, c'est une organisation de la société civile. Moi, je vous ai écouté dire que c'est la politique, mais lorsque je vous entends, ce n'est pas la politique du tout. Voilà. Où je voulais arriver. Vous faites la politique ou vous ne le faites pas. Mais je vous dis que nous ne sommes pas fondamentalement là pour parler du M150, mais lorsque vous en avez appelé à l'article 150, vous vous attendiez à quoi? Quelle réaction du peuple? De toute façon, nous sommes en allant. Et Faure Gnassingbé doit partir. Mais ça veut dire que nous ne sommes pas là en train de gesticuler comme vous dites. Non. Faure Gnassingbé, de gré ou de force, partira. Je vous garantis. En 2010, vous comptez sur quoi pour avoir cette assurance? Nous comptons sur le peuple togolais, sur la maturité du peuple togolais. Pour le moment, c'est une partie qui est avec vous comme quand vous dites c'est une partie, rappelez-vous les élections législatives de 2016. Le CAR et l'UFC, en termes de voix, ont battu le RPT. Mais le RPT a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est ce que je vous dis. Découpage oblige. C'est ce que nous sommes. On a parlé du découpage. Nous vous disons, on est en train de réclamer des réformes profondes. Vous pensez que leur dernier dialogue, si vous voulez les prendre leur dernier dialogue, si vraiment ce pouvoir voulait un dialogue. Il y a eu dialogue. Non, j'ai dit si ce pouvoir voulait un dialogue. Le PDR, il réclame quoi? Rien. La CPP réclame quoi? Rien. La CPP fait partie d'ailleurs du gouvernement. L'Alliance réclame quoi? Rien. L'Alliance fait partie du gouvernement. L'Alliance réclame quoi? Rien. Ce qui réclame, c'est le CST, c'est Arc-en-Ciel. Mais ils viennent, ils piochent des gens. Plutôt que d'inviter les gens, les entités qui réclament, on ne les invite pas, on pioche des gens. Vous comprenez? C'est que ce pouvoir
il est aux abois. Pourquoi? Parce qu'il sent que le feu est mûr. Et il tombera, le feu. Chris Legarde, face au malaise qui s'est installé, puisqu'on a quitté ce débat de l'article 150, est-ce que vous, en tant que Togolais, vous n'avez pas envie d'écouter le chef de l'État s'exprimer, dire ce qu'il pense de tout ce qui arrive en ce moment? Oui, que j'ai envie que le chef de l'État parle. Parle est une chose, mais que le chef de l'État ne parle pas, il n'y a que à lui qu'on doit poser la question pourquoi il ne parle pas. Je crois qu'à une occasion, on a déjà eu à lui poser cette question, ben pourquoi il n'intervient pas plus souvent sur les médias. Voilà. Vous savez, chacun a son tempérament. Mais lorsque vous êtes en charge, vous avez en charge de conduire la destinée d'un pays, je crois que la communication s'impose. Les gens l'ont souvent dit, et timidement, je crois que ça a commencé, puisque la dernière fois, c'est sur ce plateau que vous avez reçu, par exemple, le directeur de la communication de la présidence. Je me rappelle que c'est vous qui avez animé ce débat-là, que nous avons suivi avec grand intérêt. Vous savez, lorsque un pays manque de communication, il y a des interprétations. Et pire que les interprétations, il y a les rumeurs. Maintenant, il faut que le chef de l'État, s'il n'a pas l'habitude de parler, il faut maintenant qu'il aille à cette école-là, il faut qu'il explique davantage ses intentions aux gens. Ça, je crois qu'en tant que citoyen, nous le demandons. Nous voudrions bien entendu entendre le chef de l'État sur certaines préoccupations, sur les préoccupations qui sont celles que le Togolais vit au quotidien. Ben voilà. Mais il n'est pas facile peut-être pour certains de prendre la parole tout le temps. Mais je dis que la vie est une école. Maintenant, la dernière fois, les médias le disent, qu'il ne soit pas facile de prendre la parole, mais il est quand même chef d'État, ça fait 7 années. Voilà, c'est ce que nous disons, que il faut le dire déjà peut calmer des situations. Que le chef de l'État se prononce sur des préoccupations essentielles, c'est comme cela que ça se passe ailleurs. C'est ce que les Togolais, peut-être dans une certaine frange, demandent. Je ne sais pas si c'est la majorité, mais moi-même, je fais partie de ceux qui pensent que le chef de l'État doit se prononcer le plus souvent sur les sujets qui préoccupent le quotidien des Togolais. Vous avez aussi envie d'écouter le chef de l'État? Oui, par exemple. La vie chère dans notre pays. Vous savez, nous sommes là, nous parlons de politique. Pourquoi nous parlons que de politique? Parce que ce pouvoir, depuis longtemps, nous a parlé que de la paix. Comme si la paix, c'est seulement quand les gens ne critiquent pas. Mais lorsque vous ne mangez pas à votre faim, lorsque vous n'avez rien à nourrir vos enfants, vous n'êtes pas en paix. Lorsque vous ne pouvez pas soigner vos enfants, vous n'êtes pas en paix. Lorsque vous avez un problème et vous savez qu'en allant à la justice ne sera pas rendue correctement, vous n'êtes pas en paix. Vous voulez l'entendre dire quoi, par exemple? Par exemple, sur les événements d'Adili. Si réellement il est le chef de l'État, ça veut dire que tout converge vers lui. C'est à lui de dire, voilà mes chers compatriotes, voilà où nous sommes, voilà où je veux qu'on aille. Et du moment que vous le trouvez illégitime, vous prendrez sa parole au sérieux? Ceux qui sont venus avec le concours, eux le considèrent légitime. Donc, ils peuvent s'adresser à eux déjà pour qu'ils rentrent dans les rangs. C'est ça la première des choses. Mais pour aller plus loin. Rapidement, on va quitter ce sujet. Vous savez, moi, les forces de l'ordre, ils font un travail louable. Avec les mêmes salaires qu'ils ont, ils font un travail louable. Quand je dis il faut les former, c'est vrai. Il faut les former, il faut les équiper et surtout les payer. Parce que quelqu'un qui a un enfant malade, le lendemain il vient, on dit vous devez aller encadrer telle manifestation, il vient aigri. Quand il vient aigri, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut payer correctement cette force de l'ordre, cette force de défense que je trouve républicaine, même si je mets des réserves sur certaines individualités. Oui, je voudrais dire que lorsque nous parlons de l'intervention sur les médias du chef de l'État, il ne s'agit pas forcément que le chef de l'État vienne lui-même sur les médias pour parler. Il faut que le service de la communication de la présidence tourne en plein temps, organise la communication, surtout entre les citoyens et le président de la République. Sur certaines préoccupations, même si le chef de l'État ne vient pas parler, nous pouvons avoir quand même le droit à un communiqué de la présidence. Vous voyez, c'est parfois très simple et très efficace. Ce n'est pas le visage du chef de l'État que les gens demandent
demande, mais c'est sa position par rapport à certaines préoccupations et ça lève parfois le flou que les gens ont tendance à entretenir. Et ça enlève parfois certaines interprétations parce que les gens ne comprenant pas ce que le chef de l'État pense, peut-être que le chef de l'État, de son côté, travaille pour améliorer telle ou telle situation. Mais lorsqu'on ne le dit pas, on ne se rend pas compte et les gens pensent parfois que rien ne se fait. Vous savez, les touristes sont des gens matures. Lorsque quelque chose est fait en leur nom, il faut le leur dire. Parce que ce sont eux qui délèguent ce pouvoir-là au chef de l'État. Lorsque le chef de l'État l'exerce, c'est un pouvoir qui exerce par délégation et il doit rendre compte régulièrement à ceux qui lui ont donné ce pouvoir-là. Deuxième et dernier sujet de cette émission avec en justice l'affaire Pascal Bojona. Tous les acteurs impliqués dans cette affaire sont maintenant à Lomé. Le dernier qui était attendu, Loïc Le Floch Prigent, a été interpellé en Côte d'Ivoire et rapatrié extradé vers le Togo, où il est entendu dans le cadre de cette affaire. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout cela? On a maintenant 3 accusés, 3 inculpés, il faut le dire. Est-ce qu'il y a une affaire Pascal Bojona? Oui, l'affaire Agba. Je ne sais plus. Mais ça change de nom. Hein. Parce qu'à un moment donné, on me dit affaire Agba, Pascal Bojona est témoin. Après, on dit affaire Pascal Bojona, Agba est témoin. Finalement, je ne sais pas de quel travail. Bon, là, c'est les journalistes qui nomment les affaires. Hein, et pour le moment, le nom qu'on lui a trouvé, c'est l'affaire Bojona. Moi, je ne veux pas intervenir sur le fond. Mais ce que je sais, c'est que Agba Bertin vit une injustice. Agba Bertin doit retrouver au moins la liberté provisoire. Moi, je serai à sa place. Et à la place de ces conseillers avocats, moi, la confrontation, je n'irai pas. Je dois aller à cette confrontation libre. Du moment où je ne suis pas libre, je n'irai pas. Je crois qu'il a réclamé cela il y a quelques jours. Et voilà Pascal Bojona. Agba Bertin, ils sont de combien comme moi? Moi, je suis de combien? C'est des frères. Au moment où moi, je combattais l'injustice de ce pouvoir, et ils me combattaient. Aujourd'hui, c'est la même injustice qui la rattrape. Mais simplement. Quand vous parlez de il, vous parlez de qui? Je parle de Pascal Bojona, qui était vraiment le maillon fort de ce pouvoir. Voilà, aujourd'hui, il est rattrapé par cette injustice qu'ils ont mis en place. Mais ce n'est pas parce qu'il est rattrapé par cette injustice et qu'avant je le combattais que je ne vais pas le défendre. Je le défends parce que la façon dont c'est fait, ce n'est pas normal. Moi, je ne suis pas juriste. Mais les juristes m'ont expliqué que ce n'est pas normal que l'affaire qui est déjà devant une cour et il y a une deuxième plainte dans la même affaire alors qu'on aurait pu faire autrement. Vous comprenez que je ne suis pas sûr que c'est une affaire d'escroquerie. Même si cette affaire d'escroquerie, je pense qu'il y a un autre problème. Il y a un risque. Sinon, Agba Bertin aurait déjà... Justement, hein, beaucoup argumentent sur ça pour dire que c'est beaucoup plus politique que judiciaire cette affaire. Oui, c'est-à-dire que en tant que citoyen,